Salam alaikum Mazoul, bonsoir. En 2005, j'avais rencontré à Paris un grand commis de l'État algérien que j'appréciais vraiment. Il venait de subir un accident de la route. Il avait été hospitalisé dans un hôpital parisien. Donc après sa sortie de l'hôpital, nous sommes allés prendre des cafés et nous devisions de choses et d'autres. Lui dans son précaré et moi dans le mien, bien sûr. À un certain moment, j'ai eu l'impression que tout grand clerc de l'État qu'il était, il n'était pas très au fait de la réalité du régime algérien. Alors pour voir, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, savez-vous quel est l'homme en ce moment qui est en train de devenir l'un des décideurs les plus puissants? Lui ai-je demandé. On a cité quelques-uns. Et quand je lui ai appris que c'était à Saïd Bouteflika que je pensais, que c'était lui qui dictait quasiment au président en titre ce qu'il devait faire, et que depuis le premier AVC que celui-ci avait eu en novembre 2005, quand il avait été évacué à Paris, que c'est à ce moment-là que Saïd Bouteflika était devenu incontournable dans la prise de décision. C'est lui qui nommait, qui dégommait, qui attribuait les prébendes. Quand j'ai appris tout cela au grand commis de l'État, il me regarda des pieds à la tête, comme ça. Non sans un certain désappointement, pour ne pas dire non sans un certain mépris. Comme s'il était déçu. Et de fait, il ne se retint pas pour me le dire. Ah, si Jamal, je pensais que vous étiez un peu mieux renseigné. Vous vous trompez, mon cher ami. Le frère du président ne pèse rien, rien du tout. Ni même le président, par ailleurs. Il n'y a que les militaires qui comptent. Il faudrait penser à vous mettre à jour, c'est Jamal. Eh oui. C'était en 2005. Et presque personne parmi les habituels observateurs les plus visibles de l'époque ne pouvait s'imaginer que Petit Saïd était déjà aux manœuvres en 2005. Que Petit Saïd était politiquement inversement proportionnel à sa taille et qu'il était vraiment un grand cardinal politique et qu'il avait déjà pris possession des lieux, qu'il avait déjà commencé avec l'aide de son frère, bien sûr, à mettre en place une vaste reconfiguration de tout le système. Et que parmi ses objectifs les plus prioritaires, j'allais dire parmi les 12 travaux d'Hercule qu'il avait entrepris, figurait déjà le démantèlement du tout-puissant DRS. Chose tout à fait inimaginable, inenvisageable pour quiconque à ce moment-là. Alors, un élément d'importance pour pouvoir se faire une idée. L'évacuation du président Bouteflika en novembre 2005 n'était pas due seulement à un ulcère hémorragique comme on nous l'avait annoncé, mais surtout à un AVC, le premier, qui fut relativement bénin, puisqu'il ne priva pas le président de toutes ses facultés intellectuelles ni de ses fonctions cognitives. Il avait été durement affecté, mais il pouvait encore reconnaître les gens, parler, se déplacer, répondre à des questions, même si depuis il n'allait plus que très rarement à son bureau, qui fut peu à peu occupé par Saïd, qui avait un bureau à côté, mais qui peu à peu se mit à aller dans le bureau du président pour y recevoir des gens. Nous étions au début du second mandat. Et Saïd devenait chaque jour plus puissant, même s'il faisait tout pour qu'on ne le remarque pas. Son premier coup de génie fut de mettre en place un vaste plan pour nommer des centaines de généraux, pour noyer dans la masse les quelques généraux qui régnaient sur le régime, dans une discrétion qui confinait au secret sectaire. La présidence était devenue bicéphale. Rien ne se faisait sans que les deux frères ne se soient consultés. Et malgré la
très forte personnalité du président en titre, Abdelaziz Bouteflika, c'était Saïd qui avait l'ascendant. C'était lui qui, avec un art consommé du respect et de la considération due à l'aîné, puisqu'il l'appelait Sidi, lui faisait faire tout ce qu'il voulait en s'arrangeant pour lui faire croire que lui n'était que le modeste conseiller, le petit frère cadet. Et cela continua ainsi pendant tout le deuxième mandat. Puis les deux frères décidèrent qu'il y aurait un troisième mandat, malgré la barrière supposée infranchissable de la Constitution, qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais qu'à cela ne tienne, ils mirent en place toute une machinerie pour faire en sorte que cela ne soit plus un obstacle, et ce ne fut plus un obstacle. La Constitution fut amendée, encore une fois, et plus qu'une farce, ce fut un viol commis d'une façon qui laissa perplexe même les partenaires étrangers des deux frères, et qui commencèrent à scruter Saïd avec autrement plus de respect. Derrière le frêle aspect du petit frère se profilait une carrure de géant, un homme d'une volonté de fer, qui ne reculait devant aucune difficulté et qui dispensait à son peuple, à la classe politique et même à l'armée un mépris intégral. Au début du troisième mandat, de plus en plus de gens, et tout particulièrement les partenaires, les fameux partenaires occidentaux, commencèrent très sérieusement à envisager une succession dynastique horizontale. Mais Saïd, pour des raisons encore très obscures, même si on en a une certaine idée, déclinait systématiquement. Il pensait pouvoir continuer ainsi à régner à l'ombre d'un frère qui ne lui refusait rien. Mais un deuxième AVC, autrement plus grave, allait venir compliquer la situation. Mais ceux qui s'étaient réjouis de cette nouvelle donne et qui avaient pensé le moment venu, enfin, de se débarrasser de la fratrie régnante, avaient compté sans Saïd, sans le redoutable Saïd, sans la caisse noire dont il avait usé sans compter, pour s'acheter des soutiens très puissants, à un niveau planétaire. Il n'avait pas compté avec les avantages particulièrement juteux qu'il offrait aux puissances occidentales en usant de contrats toujours conclus au détriment de l'Algérie. En tous les cas, l'un dans l'autre, non seulement il a réussi le prodige de faire rempiler son frère à un quatrième mandat, dans l'état où il était, alors que celui-ci ne pouvait même plus réciter la table de multiplication de 2. Que dis-je? De 1. Mais encore plus prodigieux, il a réussi à faire croire à tout le monde, malgré l'état totalement délabré de son frère, que celui-ci était toujours aux commandes, que c'était lui qui dirigeait, qui signait les décrets, qui décidait de tout, qui nommait, qui dégommait. Encore plus que d'avoir réussi à faire élire son frère un quatrième mandat dans des conditions vraiment ubuesques, Saïd a réussi la gageure de démanteler le DRS et de renvoyer à leur foyer des centaines d'officiers supérieurs parmi les plus puissants de la junte et du DRS, sans que cela ne lui valût le moindre petit ennui. À vrai dire, et pour parler vrai, cet homme est un maestro, une carrure de véritable homme d'État. C'est un génie et une volonté inexorable. S'il avait été animé par de bonnes intentions, s'il avait choisi de sauver l'Algérie plutôt que de l'asservir, il aurait accompli un miracle et serait entré dans l'histoire de l'humanité par la plus grande porte qui soit. Ce ne fut pas le cas. Cet homme, malheureusement, n'est mu que par des instincts de grand prédateur. Et il ne fait plus aucun doute qu'il mènera le pays vers l'inéluctable débâcle. À Dieu ne plaise. Et pour bien s'imprégner de ses méthodes, les méthodes de Saïd, de son efficacité, nous allons regarder ensemble quelques images. Et je vais vous demander de regarder avec une grande attention. Dans les premières images qui ont été diffusées par la télévision française,
nous allons voir le véritable état de Bouteflika. Pourquoi nous allons la voir? Parce que là, l'image de ces images et leur diffusion n'ont pas pu être contrôlées par Saïd et son équipe. Et ensuite, juste après, vous allez visionner le président tel que vous le montre Saïd Bouteflika. Ce sont des images qui ont été sélectionnées très rigoureusement. Les gens présents sur les lieux, tous, du plus subalterne au plus puissant, ont été triés sur le volet, témoin par témoin, personne après personne. Chacun a eu un rôle à jouer, une place impartie. C'est une chorégraphie. L'enregistrement a été travaillé de façon laborieuse, scène après scène. Et les images que vous allez voir et qui ont été diffusées par la télévision publique algérienne ont été choisies par Saïd Bouteflika lui-même, image par image. Subhanallah ya Latif. Avec nous aujourd'hui, mais nous allons d'abord vous montrer les journaux d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Parisien. Algérie, le président Bouteflika fait une rare apparition publique. TSA. Le président Bouteflika, accompagné de son frère Saïd, inaugure le palais du Congrès du Club des Pins par Rafiq Tadjer. Al-Watan. Bouteflika inaugure le Centre international des conférences. Avec nous aujourd'hui, Sofiane Gilali,
président de Gil Jadid, qui ne pourra malheureusement pas rester avec nous durant toute l'émission, puisqu'il assiste à un mariage, Koulchi Mbrok, le Nas Lirami Frahou. Et Rachid Nekaz qui restera avec nous toute l'émission, et nous ouvrirons le standard pour nos téléspectateurs. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. C'est toujours avec plaisir, c'est Jamal. Merci. Alors, voilà, donc les images que vous venez de voir de Bouteflika nous montrent un président à la limite presque normal, sauf qu'il ne sourit pas, qu'il n'applaudit pas, qu'il est plombé, là, vissé sur son fauteuil, le regard éteint. Mais on nous dit que ces images ont été choisies sur peut-être une demi-heure d'enregistrement ou plus, image par image, que les gens présents ont reçu chacun une affectation, là où il doit se tenir, ce qu'il doit faire, ne pas bouger, et ils ont choisi, ils ont trié les gens sur le volet, comme on dit. Alors, selon vous, à votre avis, c'est quoi cette réapparition ? Écoutez, c'est avec amertume que je vais vous répondre parce qu'on ne sait plus si c'est un vaudeville ou un film tragicomique. Ces derniers temps, à plusieurs reprises, le pouvoir a censuré au nom de atteinte au symbole de l'État. Je crois qu'il n'y a pas plus grave atteinte au symbole de l'État que l'apparition de cet homme-là qui n'est plus qu'une épave et qu'on montre comme ça toute honte bue. C'est normalement les gens qui sont autour de lui devraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. C'est un homme qu'il devrait laisser tranquillement dans son lit, l'entourer s'ils ont encore un peu d'affection pour lui et laisser le peuple algérien s'en libérer définitivement. Quant aux images qu'on a vues, elles heurtent la conscience, elles choquent les Algériens. Ce luxe insolent, insultant, au moment où Alger croule sous les ordures. Tout à l'heure, j'étais dans le centre d'Alger, dans la Kasbah, à Bab el Oued, partout les ordures sur les trottoirs. Les gens sont assis dans la misère totale. Et on nous montre ces fastueux palais des mille et une nuits. C'est une honte à ce pouvoir. Mais justement, puisque vous en parlez, pourquoi au moment où on parle d'austérité, où on parle de réduction drastique de certains budgets, y compris des budgets d'équipement particulièrement prioritaires, et là, toute honte bue, comme vous le dites, on nous montre des réalisations du marbre, du fer forgé, du grand luxe, et on ne nous a pas montré les résidences de très très grand luxe, pour lesquelles déjà les barons du régime commencent à se déchirer parce qu'elles vont être, nous dit-on, attribuées aux barons les plus importants du régime. C'est quoi cette histoire de ce centre international? Je ne sais pas comment... Oui, on dit que ces villas auraient coûté dans les 30 milliards de centimes l'unité. Voilà, on a peu de choses à dire devant ce spectacle lamentable. C'est une honte, ce n'est plus un pouvoir, c'est une mafia. Et cet homme-là aura incarné une orgie pendant 15 ans de dépenses fastueuses. C'est encore une fois, il n'y a plus de commentaires à dire lorsqu'on sait que toute cette Algérie-là, dans son immensité, avec toutes ses capacités, ils ont tué peu à peu tout esprit d'initiative, d'industriels, de jeunesse, de nouvelles générations. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont fiers d'exhiber un homme malade dans tant de faste et de richesse qu'ils ont directement volé aux Algériens. Mais, Sofiane Gilali, Saïd Bouteflika, le vrai maître du jeu, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense certains, dont on sait qu'il a des protections à peine imaginables, et que je ne dirais pas, dont on sait qu'il use de tous les moyens de l'État algérien pour corrompre qui il veut. Pourquoi ce Saïd qui a réussi à faire avaler à tout le monde, à tout le peuple algérien, à toute la classe politique, à ses partenaires étrangers, cette histoire de quatrième mandat pour un homme
qui est complètement absent, qui ne connaît même pas la table de multiplication de 1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ne s'est-il pas imposé lui-même et qu'on en finisse? Pourquoi n'a-t-il pas pris le pouvoir lui-même, puisqu'on sait que de toutes les façons, quoi qu'on en dise certains, le peuple ne réagira pas. Peut-être même qu'il ira applaudir Jichabmak et Saïd. Le peuple n'applaudira pas, il n'y a pas de doute, mais malheureusement, le peuple n'est pas en situation de bouger non plus. Vous savez qu'avec les programmes qui n'étaient qu'une carotte, ils tiennent des centaines de milliers de gens. Le programme ADL, depuis 2001, les gens attendent leur logement et ils ne bougent pas parce que ce sont des cadres et ils ont peur de perdre et le logement définitivement et leur emploi. Vous avez des centaines de milliers de gens qui attendent le logement social. Vous avez des centaines de milliers de jeunes qui vivent de l'enseigne et auxquels qu'on a poussé en fait à ne pouvoir jamais rembourser cet argent-là et de rester suspendu devant la justice. Il n'y a plus rien dans le pays qui soit vivant. Ils ont tué les cœurs, ils ont tué l'esprit. Nous avons vu ces derniers temps un homme qui a tiré 6 balles contre un jeune, mais comme il a un homme de sa famille de la présidence, il est toujours chez lui, personne ne l'aborde. On a vu comment un ministre, par le jeu de clan seulement, a dénoncé quelques miettes qui ont été volées au parc Dounia et comment vite le système est revenu à la rescousse pour tout éteindre. Voilà la vérité, c'est qu'il n'y a plus d'État, il y a une mafia qui est en train de diriger le pays. Ils ont laissé M. Bouteflika pour mieux voler en son nom à lui. Et l'histoire retiendra que le 4e mandat aura été le mandat qui effacera de la mémoire des Algériens l'image, fausse bien entendu, d'un homme d'État qui aurait sauvé l'Algérie du terrorisme. Voilà, on remerciera peut-être le bon Dieu pour ces 2 ou 3 années de 4e mandat parce qu'ils auront dénudé le régime face aux Algériens. Merci Soufiane Djilali. Je vous laisse donc aller à cette fête familiale que vous avez laissée pour nous répondre, pour répondre à nos questions. Merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Je rappelle que ce monsieur dont Soufiane Djilali vient de nous parler, cet ex-conseiller à la présidence, qui a tiré de sang froid, qui a vidé son chargeur, 6 balles, sur un homme des armées, était un ancien conseiller de la présidence et beau-frère de M. Ahmed Ouyahia. Il n'a pas été inquiété, il se trouve chez lui, dans sa maison, il n'est pas rentré en prison, il n'a pas été mis en mandat de dépôt, et tout se passe bien pour lui, alors que l'homme sur lequel il a tiré a reçu 6 balles, il a perdu un rein et il a 6 trous dans le corps. Je reçois à présent Rachid Nekez, merci d'avoir accepté notre invitation. Rachid Nekez. Est-ce que Rachid Nekez est avec nous? Azul Falawan. Azul, Ahlan, c'est Rachid. Merci, c'est Jamal Eddin et salutations à notre ami Soufiane Djilali. Merci. Je vous rappelle que nous allons tout de suite ouvrir le standard, donc vous pouvez commencer à appeler. Nous allons afficher le numéro de téléphone et Rachid Nekez restera avec nous durant toute l'émission et pourrait éventuellement répondre à vos questions. Rachid Nekez, est-ce que vous avez entendu parler de cette préparation qui a prévalu à la réapparition de Bouteflika, toute cette chorégraphie qui a été arrangée, les gens qui ont été triés sur le volet, les images qui ont été filmées, refilmées, choisies, sélectionnées pour montrer aux Algériens l'image la plus clean possible d'un président totalement débranché? Écoutez, vous savez, je suis comme tous les citoyens algériens, je regarde la télévision avec beaucoup de tristesse, avec vraiment beaucoup de peine. J'avais dit il y a quelques mois que si l'État algérien ne montre plus le président Bouteflika à la télévision, j'étais prêt à ne pas demander d'élection présidentielle anticipée. Mais malheureusement, je vois qu'on continue à manipuler l'image du président algérien. Et à partir du moment où il y a cette manipulation, il est très important qu'on organise pacifiquement, dans le calme, des élections présidentielles anticipées, car nous n'avons pas envie
d'avoir un président qui fait partie d'un film de Charlie Chaplin où à l'époque il n'y avait pas de son. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire marche arrière en Algérie. On n'est plus dans les années 30 où il n'y avait pas de son dans les cinémas. Aujourd'hui, il y a le son, il y a la vidéo. J'ai l'impression que le pouvoir algérien veut faire marche arrière le pays 90 ans en arrière. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et je crois que toute tentative de manipulation ou d'instrumentalisation du peuple algérien avec des vidéos truquées ou des montages vidéo truqués, je crois déshonore non seulement notre pays, mais déshonore ceux qui aujourd'hui utilisent l'image du président qui est très affaibli, qui est très malade et qui est malheureusement dans l'incapacité de s'exprimer et de parler directement au peuple algérien. Donc c'est pour ça que je suis très peiné, très triste de voir que certaines personnes au pouvoir utilisent l'image du président simplement pour rester au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'ai décidé, puisqu'ils ne veulent pas de l'amnistie que je leur ai proposée depuis 2 ans, j'ai décidé de révéler à tout le peuple algérien tous les biens que les 40 voleurs qui gouvernent le pays aujourd'hui ont à l'étranger, notamment à Paris, à Neuilly et bientôt en Angleterre. C'est triste d'en arriver là. J'ai cru qu'on pouvait établir un dialogue avec les gens du pouvoir, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait maintenant une histoire personnelle, et notamment la fille du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellel, à qui j'ai demandé simplement une chose, c'est que le Premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement publient leur déclaration de patrimoine. Mais ils ne veulent pas. Donc j'ai décidé de contacter le juge anticorruption français, M. Renaud Van Borenbeek, qui s'occupe déjà... Mais Rachid Nekez, excusez-moi. Je vous en prie. En politique, la naïveté n'est pas de mise. Vous le savez très bien. Un bon politicien que vous êtes, jeune, diplômé d'études supérieures, vous avez vraiment connu des vicissitudes très particulières. Donc vous savez qu'en politique, il n'y a pas de naïveté. Vous pensez vraiment que ces gens qui ont pillé tout un pays, qui ont amassé pour certains des milliards de dollars, et je n'exagère pas, je ne parle pas de la petite Sellel qui a pris quelques millions de dollars, ou son père, je parle des vrais grands prédateurs qui ont pris des milliards de dollars, d'autres qui ont pris des centaines de millions de dollars, d'autres qui ont pris des dizaines de millions de dollars, d'autres qui ont pris des millions de dollars. Je ne parle pas des petits alliés naturels là qui grignotent. Vous pensez que ces gens vont aller faire une déclaration du patrimoine vrai, transparent J'ai fait des études d'histoire et de philosophie à la Sorbonne et j'ai appris une chose. C'est que ceux qui occupent la façade du pouvoir, ce sont en effet ceux qui ont pris le moins d'argent. Mais si on arrive à affaiblir ceux qui sont visibles, ça va tomber comme un château de cartes ensuite. Donc je sais que si nous arrivons à faire saisir le bien de la fille de M. le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellel, les autres vont tomber d'eux-mêmes. C'est ce que m'ont appris les études d'histoire. Et il faut être patient. Vous savez, moi j'ai 20 ans devant moi, j'ai tout mon temps, j'ai les moyens de ne pas travailler pendant 20 ans, donc j'ai les moyens pendant 20 ans de faire des investigations et de révéler à l'ensemble du peuple algérien comment agissent ces petits voleurs. Et il faut être tranquille, il ne faut pas être pressé. Restez avec nous, Rachid Nekez, sauf que je vous rappelle que pour ce qui est de l'Algérie, il y a urgence en la matière. On ne peut plus se permettre d'attendre parce que la dalle risque de nous tomber sur la tête d'un moment à l'autre. Et nous allons prendre quelques appels. Ali de Suisse qui est avec nous. Ali, Alembek, merci d'être avec nous. À vous et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Allô? Oui, on vous entend, vous pouvez vous exprimer. Je suis vraiment effaré parce que c'est une effroyable situation ce que je vois. Je n'étais pas informé de la situation du pays. Je savais que ça allait mal tout simplement. Mais à ce point, c'est une horreur. Vous avez dit quelque chose à la fin, vous avez dit on ne se permet plus d'attendre, c'est effectivement ça. Il ne faut plus attendre. C'est l'éveil d'urgence.
Moi, je souhaite, une fois que vous invitez plutôt des psychiatres ou des neuropsychiatres pour comprendre un peu cette inertie, cette inaction, ce sommeil, cet abattement, parce que la déprime, elle dure depuis longtemps. Ces images-là, c'est incroyable. J'ai un mal fou à croire que le pays est dirigé par ce mourant. J'ai jeté ma carte de vote quand on m'a invité à voter pour Bouteflika pour la 3e fois à l'ambassade. Je me suis éclaté. Je ne pouvais pas croire que ces gens-là justifient la violation de la Constitution. Je suis sorti amer et triste parce que j'ai rêvé de cette foutue démocratie depuis toujours. J'ai quitté le pays qui m'a donné le privilège de naître à cause de ça, à cause de la dictature. Et de loin, en 88, j'ai entendu toute cette révolution. J'étais joyeux comme un fou et c'était pour la première fois que je vote de ma vie. Et là, ce que je vois, c'est tout simplement impossible. Non, le peuple algérien, déjà dans les années 70, on dit qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Mais maintenant, est-ce qu'on mérite ça? Qui mérite ça? C'est quoi toute cette lâcheté, cette inaction, cet abattement? Le peuple doit se réveiller au plus vite. Merci, merci Ali, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a beaucoup d'appels. Fers d'Alger. Oui, j'attends. Fers d'Alger, je vous en prie. Oui, Oui. oui, monsieur Ben Chenouf. Bonjour Fers, اهلا بك. بونجور، انا ما نعرفش نهضر ديال فرونسي، نهضر لك وانا غاب. تفضلي. شوف هاد كيما انا عندي واحد، انا كي جا في 2000 في 99 في 2001 كي كان يخطب ويقول كليتو البرقوق واللوز، عرفتوا باللي جاي يهدم البلاد، باسكو حنا ماشي فهم البرقوق واللوز، حنايا جا باش يهدم البلاد. وعرفتها وقلت للزوج تاعي، قلت له شوف انا اللي لا مت نشوف فيك على هذا الكلام، وإلا حييت انا نقولوا لك صافي جاي يهدم البلاد. انا دي عرفتوا باللي جاي يهدم البلاد، بصح ما يدو والو من هذه الدنيا، يدو شبر. وهذوك اللي راهم قاعدين معاه يشهدوا شهاده الزور، اليوم القيامه ربي يحاسبهم في الدنيا قبل الاخره. ذنوب هذا الشاب اللي مسكين راه يطلب في برا، ما صارش واش ياكل، راه كنشوف له ميزير تاع الصح، باسكو اللي ما راهش عايش في الجزائر ما يشوفش، فهمت؟ بصح يكملوها ان شاء الله كاع بمرضى، ويكملوها كاع في هذيك الدار يخلصوها. هذا واش عندي نقول لك. بارك الله فيكم فارس، بارك الله فيك. Je vais revenir à Rachid Nekez et à chaque fois je reprends un appel. Rachid Nekez, donc je vous demanderai de commenter à chaque fois et à chaque fois nous reprendrons un autre téléspectateur. On essaiera de faire comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Rachid Nekez, Ali de Suisse est très en colère, il est très amer et il est vraiment choqué par autant d'inaction, nous dit-il, de l'inertie. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Rachid Nekez? Et Djamel. Vous avez entendu ma question? Oui, non, je n'ai pas entendu, malheureusement. Si vous Je parlais de Ali de Suisse, qui, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il est très amer. Il parle d'inaction, il parle d'inertie et il est très choqué, il est très en colère. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Chez Ali, il a totalement raison. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une opposition algérienne qui sait très bien porter le costume, mais qui, dans les faits, a du mal à agir. Je vous donne juste un exemple. La dernière fois, j'ai participé à une réunion d'opposition à Zeralda avec notre ami Sofiane Djilali notamment, et je leur ai proposé ensemble, il y avait toutes les caméras algériennes sur place, d'aller voir le président Si Abdelaziz Bouteflika à pied, puisqu'il habite aussi à Zeralda, et c'était symbolique. Mais personne n'a voulu aller à pied. Donc ça, c'est un exemple qui démontre que l'opposition algérienne aujourd'hui, il y a des gens très bien, très sympathiques, mais il leur manque ce qu'on appelle le courage politique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en difficulté. Et moi, j'aimerais qu'on s'inspire de ce qui se passe, notamment au Congo
Kinshasa, où l'ensemble de l'opposition s'est mise d'accord sur un candidat unique à l'élection présidentielle. Et j'aimerais qu'on s'inspire aussi de ce qui se passe au Gabon, où l'ensemble de l'opposition s'est mise d'accord sur un candidat unique pour affronter le candidat du régime. Tant que l'opposition algérienne ne se mettra pas d'accord pour qu'il y ait un seul candidat et pas 20 pour rivaliser, pour faire la compétition avec le candidat du régime, jamais il n'y aura de changement en Algérie. Donc, restez avec nous, Rachid Nekez. محمد دالماني اهلا بك سي محمد. اهلا بس شيخ جمال الدين بن شنوف. Je vous remercie de m'avoir donné justement la parole. Je n'ai rien à commenter sur ces images, sur ce que vous avez dit. Je tiens à vous dire, tout simplement à vous remercier et je remercie vos illustres. Par la même occasion, si vous me permettez de remercier, enfin de saluer mes camarades de combat. تمسني محمود غربي محمد حسيبة بن حميلس une jeune femme qui est handicapée qui a même participé à la lutte révolutionnaire de l'Algérie qui était à Paris. Je voudrais tout simplement, c'est par votre intervention et c'est justement le commentateur me donner la parole, c'est juste quelques instants. Je vais faire un petit appel, si vous me permettez. Je vous en prie, faites. Merci. Je voudrais tout simplement, par votre intermédiaire, par cette noble canal qui est le Maghrébia, chers mes compatriotes algériens et algériennes, le moment est venu que notre pays subit d'une sombre, dans un cataclysme, dans un pétrin. C'est au peuple algérien à lui-même de se soulever. Mais quand même avec une priorité sans faire aucun dégât, etc. Je voudrais faire appel à la jeunesse de mon pays. Jeunesse de mon pays, c'est à vous maintenant de prendre le relève, de faire justement de ce qui vous attend de l'État. C'est à vous, c'est votre avenir, c'est votre avenir de votre pays, c'est l'avenir de toute votre génération. Essayez de prendre conscience. Regardez ce qui se passe dans notre pays. L'Algérie devient un rigolade. Tout le monde rigolait de nous quand on voyait ce monsieur qui est sur une chaise roulante. Vous savez, je dis à Taïb Ben Hawari, qui toujours se relate que c'est un grand moujad, il n'a tiré aucune balle. C'est adapté aux abîmes de pays. C'est grâce à Mohamed Moukharouba qui est devenu un homme d'État, qui n'est pas un homme d'État. Malheureusement, c'est les hommes capables qui ont travaillé. Ils n'auraient jamais été président de la République. Jamais, jamais, jamais. Peuple algérien, prenez conscience, le danger, regardez ce qui se passe dans votre pays. Merci. Mon pays. Merci, c'est Mohamed. Houria de Paris. Houria, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, Monsieur Benchenouf. Bonsoir à votre invité, Monsieur Nekez. Je vous en prie. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend. Oui. Vous savez, on dit que le ridicule ne tue pas, mais honnêtement, personnellement, j'ai peur que les moudjahidines qui sont de ce monde au jour d'aujourd'hui, qui succombent avec une crise cardiaque en regardant ce spectacle. C'est tellement triste. C'est triste et ça fait mal au cœur. Sous d'autres cieux, il y a des hommes d'État qui font des projets d'avenir à long terme pour leur pays et nous, on a hérité d'une mafia, de pirates, de gens qui n'ont... Mais vraiment, on ne peut pas les qualifier. Il n'y a pas de mot dans un dictionnaire, quel qu'il soit, pour qualifier ces énergumènes qui nous gouvernent. Maintenant, moi, ce qui me rassure et ce qui me donne un tout petit brin d'espoir, j'aimerais est-ce qu'il y ait beaucoup de Rachid Nekez, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de Sofiane Djilali en Algérie. Et c'est d'une urgence extrême. Il faudrait absolument que ces gens-là se multiplient dans la société française et qu'ils réagissent
comme le fait si bien M. Rachid Nekez, que je salue au passage et que je remercie énormément pour son combat, qui est le nôtre d'ailleurs. Il ne faudrait pas compter sur le peuple algérien. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a été abusé 1001 fois. Aujourd'hui, il subit une mutation, malheureusement, dans le mauvais sens. Donc, il lui faut des psys pour pouvoir le soigner. Donc, on ne peut pas faire des appels comme ça en disant aux jeunes d'aller sortir dans la rue ou de se révolter. Ils sont dans une incapacité physique, mentale. Dans une de mes interventions, j'avais dit que l'Algérie, la dernière décennie, c'était un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Donc, nous comptons juste, moi je prie à ce qu'il y aurait beaucoup de Rachid Nekez et beaucoup de Sofiane Djilali. Merci, Houria. Tahar de Cheraga. Tahar de Cheraga, Alger. الو السلام عليكم خويا جمال. عليكم السلام. اهلا بك. واش راك لاباس؟ لاباس يبارك فيك الحمد لله. Mon premier mot, je me permets de le prononcer sur le Maghrébia. Je passe mon grand bonjour à Hicham Aboud en lui souhaitant un prompt rétablissement et une réussite à son opération. En effet, c'est bien de le signaler. Hicham Aboud se trouve maintenant dans un hôpital parisien pour subir une opération très lourde. نتمنى له الشفاء ان شاء الله. Merci de l'avoir dit. ان شاء الله يحيى هو الشاوي وان شاء الله يبرى وياكل المشوي. ان شاء الله. Revenons à nos moutons. L'Algérie est devenue comme comment dirais-je un guignol ولينا من الصخره ولينا شغل ضحك يضحكوا علينا. L'Orient et l'Occident. L'Occident غلبوا على les Arabes. اليمن تضرب مع السعوديه، l'Algérie contre le Maroc، la Libye en surveillance contre l'Algérie، داروا لنا un speech في الوسط un petit Saïd, un petit rien du tout. Il manipule toute l'Algérie. Il y a pas un groupe de gis, de moustachus, de تاع رجال، un groupe تاع فرق التدخل السريع ينحيوه يديروا في شكاره تاع ساك بوبال ويرميوه، ما ينجموش. Un groupe de gis ينحيوه، ils vont le dégommer. يديروا فريت اوملات يقطعوه ولا نورمال. Un petit rien du tout, يلعبوا بينا. Un pays comme l'Algérie qui fait 5 fois la France, يلعبوا به une photo pareille. Regardez. Immobile. والو. ما قدرنا ما صناش لي مو à dire. l'Algérie ولات شغل كما قال رشيد نكاز شغل شابين شو وقت شرو سينما ميوي. هذه l'Algérie. هذه احنا خرجنا فرنسا. انا جي بونس با خرجنا فرنسا وقيلا فرنسا راحت قالت لنا توني فوتر الجيري جو سوي لا. والسلام عليكم. وعليكم السلام. Et nous allons prendre un dernier appel puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Athman d'Alger. Donc je demande aux téléspectateurs de ne plus appeler. Merci beaucoup. Athman, تفضل سي Athman. فقدنا Athman. Donc je reviens à Rachid Nekez. Rachid Nekez, comme vous l'aurez constaté. J'espère que vous m'entendez, Rachid Nekez. Je vous entends et j'ai entendu des témoignages de Donc nos j'imagine compatriotes que vous auditeurs. avez entendu toute cette amertume, toute cette désillusion. C'est vrai. Mais je comprends. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le peuple algérien n'a pas le temps. Je comprends cette impatience, mais l'histoire, encore une fois, nous apprend que ce n'est pas parce que nous serons pressés que nous allons réussir. Je crois malheureusement qu'il faudra être patient. Si on n'est pas patient, on va aller droit dans le mur. Vous savez, entre 88 et 91, on a voulu aller très vite et le résultat, c'est 200 000 morts, la yarhamam. Donc je crois qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que celles que nous avons commises par le passé. Il faut faire preuve de patience. As-sabr, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si notre jeunesse est en train de mourir à feu doux, même si on a des centaines de morts en mer Méditerranée, qui est le jeune, qui essaie de connaître un avenir meilleur en Espagne, en France, en Italie. Malgré cela, je crois qu'il faut qu'on soit patient, qu'on continue à travailler, qu'on continue à lutter pacifiquement contre la corruption et qu'on continue Mais Rachid Nekez, excusez-moi, Rachid Nekez, quand vous dites
il faut qu'on continue à travailler et qu'on continue à lutter pacifiquement. D'abord, je vous pose la question, est-ce qu'on est en train de travailler, d'abord, en Algérie, et est-ce qu'on est en train de lutter pacifiquement pour pouvoir continuer à travailler et à lutter? Vous savez, si Djamel-Din, moi je peux parler par rapport à ce que je fais. Depuis 3 ans que je suis dans la scène politique algérienne, il n'y a pas un seul jour où je me suis reposé. Et vous pouvez le dire à ma femme, Meskina, et à mon fils qui me voient très très peu. Pour ma part, tous les jours je travaille. Tous les jours, j'essaie de trouver des manières pacifiques d'essayer de faire comprendre aux dirigeants politiques algériens que le temps de partir est venu. Puisqu'ils ne veulent pas comprendre, j'ai décidé de mener des actions anti-corruption et de révéler au peuple algérien ce que ces dirigeants politiques font de l'argent du peuple à l'étranger. Aujourd'hui même, je suis à Neuilly-sur-Seine devant l'appartement de Abbas Saïdani et cette fois-ci, nous avons eu 30 policiers qui nous ont délogés devant leur appartement, l'appartement de Saïdani qu'il a acheté avec l'argent du peuple algérien. Demain, nous serons à Paris devant l'appartement de Bouchouarem, dont la valeur est 3 millions d'euros, devant Notre-Dame. Après-demain, nous serons à nouveau à 17h devant l'appartement de Rimsellel. Le 15, nous serons à Genève devant le château qui est utilisé par la famille Bouteflika notamment avec un terrain de tennis pour dire qu'on ne peut plus continuer comme ça à utiliser l'argent du peuple algérien pour des plaisirs personnels. Petit à petit, béchouïa, on va essayer de changer les choses et nous attendrons que notre peuple, que notre jeunesse refasse confiance à la classe politique algérienne pour que ensemble, comme cela se passe au Gabon et comme cela se passe au Congo-Kinshasa, enfin il y aura un changement pacifique en Algérie. Je sais que mon discours ne va pas faire rêver le peuple algérien, mais je préfère la voix de la raison, la voix de la sagesse, la voix de la patience. L'Algérie a plus de 2000 ans d'histoire. Je pense qu'on peut attendre encore quelques années avec bien sûr la participation pacifique de chacun de nous là où il est. Les journalistes dans leur domaine, les hommes politiques dans leur domaine, les intellectuels dans leur domaine, les professeurs d'université dans leur domaine, les étudiants algériens dans leur domaine, ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont sur place. Merci. Merci Rachid Nekez, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt, Inch'Allah, et en espérant que vous pourrez arriver à vos fins, faire bouger les choses, inquiéter ces gens qui sont en train de piller ce malheureux pays. Mais quant à moi, je pense très franchement que ce qui empêche le changement, ce qui empêche vraiment le changement, et ce qui constitue en quelque sorte le socle sur lequel repose ce régime, ce sont ces 20 à 30% d'Algériens qui sont devenus des alliés naturels du régime, parce qu'ils trouvent leur compte avec ce régime, à des degrés divers. Hein. Il y a qui trouvent leur compte en millions de dollars, il y en a qui trouvent un peu moins, jusqu'aux petits dealers, jusqu'aux petits trabendistes, jusqu'à celui qui n'a jamais rêvé avoir un logement qu'il a eu, jusqu'au policier qui est mieux rémunéré qu'un enseignant universitaire, jusqu'à ce fonctionnaire qui rapporte 4 fois, 5 fois son salaire en corruption, jusqu'à ces gens qui s'affairent dans des petites affaires très sombres et sur lesquelles on ferme l'œil, jusqu'à ces commerçants qui prospèrent sans payer d'impôts, et je passe, et sur beaucoup de gens comme ça, qui à des degrés divers et à des profits divers, trouvent leur compte avec ce régime, sauf que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde ne pourra pas fuir le pays quand ça sera l'explosion, à Dieu ne plaise. Tout le monde ne pourra pas quitter le pays. Eux peuvent quitter le pays. Ils l'ont déjà quitté. Leurs enfants sont déjà dehors. Leurs fortunes sont déjà dehors, exfiltrées. Ils sont en train de mettre les bouchées doubles parce qu'ils savent que ça ne va plus durer. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est tous ces universitaires, tous ces intellectuels, toute cette jeunesse qui ne tient pas compte de ce qui va se passer dans ce pays, de l'avenir de leurs propres enfants. Merci. Salam alaikum. Salam.